rappelez de la promesse de la PlayStation 5? Non, pas celle qui aurait des bons jeux, hein, ça on n'y croyait pas dès le début. Non, non, plutôt cette promesse-là, ce beau logo 8K juste ici, et qui se trouvait sur la boîte originale de la console. Ça c'est la toute première, juste à côté du 4K 120. Et c'était il y a pourtant 5 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui sur le carton de la PS5 Pro, il y a carrément, attendez, un logo 16K quelque part. Oula. Ah bah non, plus rien, il n'y a même plus le logo 8K, il a carrément disparu. Là où on pensait la 8K à portée de main il y a quelques années, aujourd'hui ce n'est plus du tout dans les esprits. Et en vrai, bah je trouve que c'est plutôt une bonne chose, car la 8K est une très mauvaise idée. Mais pourquoi un tel revirement de situation ces derniers temps? C'est quoi qui bloque tant que ça cette nouvelle révolution du gaming? Et surtout, pourquoi à mon sens c'est une très mauvaise chose à faire? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va voir pourquoi la 8K a tant que ça reculé dans l'esprit de tout le monde, alors que pourtant ça avait l'air à notre portée il y a à peine quelques temps. Est-ce que parce qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre, ou alors parce que c'est pas si utile que ça? Car en vrai il y a des trucs bien plus utiles dans l'instantané, hein, comme la qualité de votre connexion internet pour jouer en ligne, chose que vous pouvez améliorer avec les routeurs Acer Connect Wave 7 qui sponsorisent la vidéo. Ces routeurs vous permettent d'accéder à toutes les dernières technologies disponibles pour le réseau à petit prix, Wi-Fi 7, bande 6 GHz, canaux plus large de 320 MHz ou encore le Multilink Operation, le fameux MLO pour les intimes. Grâce à tout ça, fini la connexion instable pendant votre partie de jeu compétitif ultra tendu qui fait que chaque micro-lag vous donne envie de tout casser. Ou fini les 150 jours pour télécharger le dernier AAA à la mode, hein. Tout est là pour résoudre vos problèmes sur ces routeurs, pouvant d'ailleurs être procurés en pack pour ainsi créer un vrai gros réseau pour votre chez vous. Que vous soyez dans un petit appartement ou une maison, que vous ayez besoin de les faire fonctionner comme routeur ou pour étendre votre réseau existant et donc y intégrer votre box internet classique, ces routeurs seront là pour répondre à votre besoin spécifique et non à vous imposer quelque chose. De mon côté, je les utilise pour ainsi avoir un internet le plus rapide et stable possible dans des pièces en particulier tout en gardant un vrai réseau uniforme avec la technologie Multilink Mesh. Non, ici la façade reste sobre avec une texture ondulée permettant de ne pas accaparer la présence visuelle tout en vous permettant de profiter des technologies de réseau dernier cri. Vous pourrez d'ailleurs tout paramétrer directement depuis l'interface fournie, que ce soit sur les réseaux sur lesquels vous préférez vous connecter, quel chiffrement WPA appliquer ou encore connaître les appareils connectés à chacun de vos routeurs. Retrouvez donc les différents packs proposés avec le lien qui se trouve directement en description et profitez enfin de l'internet du futur. Et ça, c'est un futur auquel vous pouvez toucher dès aujourd'hui, contrairement au futur qu'est la 8K. Mais pourquoi un tel retour en arrière sur une techno que pourtant certains constructeurs nous vendaient il y a 5 ans maintenant directement sur les boîtes de jeux? Parce que oui, hein, ce logo 8K, il concernait bel et bien les jeux vidéo à la base, hein, sur cette PS5. Je sais que certains me diront que c'était juste pour dire que ça pouvait supporter des films en 8K, mais non, non, il y a bel et bien eu des jeux en 8K à la sortie de la console. Il y avait même un jeu en particulier qu'évidemment personne n'a oublié, c'est incontournable qui est The Tourist. Comment ça, vous savez pas ce que c'est? Mais si, ce fameux jeu d'action-aventure en style voxel à la Minecraft sorti à la base en 2019 sur Nintendo Switch, eh bien ce jeu peut tourner en 8K sur la console de Sony, impressionnant. Bon, c'est clair que c'est pas Cyberpunk en termes de détails et en complexité de monde, hein. Et depuis 5 ans, eh bien le nombre de jeux qui tournaient en 8K natif est donc passé de 1 à 2020 à 1 en 2025. Oui, The Tourist a été le seul jeu et est resté le seul jeu qui fonctionne en 8K sur la PS5. Enfin, c'est même pire que ça, car malgré la compatibilité 8K du jeu, bah, il tournait juste en 4K au maximum sur votre télévision à la base, car les drivers de la PS5 ne pouvaient pas envoyer une image 8K et il a fallu attendre une mise à jour ultérieure à la sortie pour qu'elle devienne réellement capable de gérer tout ça. Et je vois déjà certains commencer à s'énerver, mais attention, on parle bel et bien de 8K native ici, car depuis peu, il y en a eu d'autres sur console, encore une fois sur PS5, mais précisément sur la PS5 Pro qui va profiter d'une technologie qu'on voit absolument partout maintenant, l'upscaling à base d'intelligence artificielle. Oui, on connaît bien le DLSS et le FSR sur PC, mais sur PS5 Pro c'est le PSSR pour PlayStation Spectral Super Resolution qui est présent et qui permet à certains jeux de profiter aussi de la 8K 60. L'avantage est donc de profiter d'une résolution de sortie plus élevée grâce à l'intelligence artificielle. Vous savez, ce fameux truc qu'on voit dans les vidéos de Squeezie maintenant. Et donc on a sextuplé le nombre de jeux qui tournent en 8K sur PS5 en passant donc de 1 à 6. On peut donc maintenant aussi faire tourner F1 2024, Callisto Protocol, Gran Turismo 7, No Man's Sky et Redacted. Génial, dit donc d'avoir enfin toute cette myriade de jeux sur votre télévision 8K. Car oui, pour vous poser cette question de pouvoir jouer en 8K, vous avez une télévision 8K chez vous, non? Car ouais, c'est ça le deuxième gros frein. Faut déjà se dire que les TV 4K, ça a pris du temps pour arriver dans les foyers de tout le monde. Et il a fallu attendre quand même 2021 pour dépasser les 80% de télévision 4K dans les foyers du monde entier. Et je précise bien du monde entier, car en Asie et aux États-Unis, c'est
bien plus développé que chez nous. Pour retourner sur la 8K, dites-vous qu'en 2023 en Asie, c'est 4% des ventes de télévision qui sont sur ce genre de modèle. Et en Europe de l'Ouest, donc chez nous, c'est seulement 1,7%. Autrement dit, je comprends que ce soit clairement pas la priorité de s'attarder sur un truc que seulement un joueur sur 70 va pouvoir profiter chez nous. C'est aussi une des raisons, je pense, d'avoir retiré ce logo 8K de la boîte de la PS5 originelle en passant à la PS5 Pro et aussi de la version numérique pour ainsi ne plus trop mettre ça en avant et rester concentré sur la 4K 120. Même si bon, là aussi c'est compliqué, mais on va pas tirer plus que ça sur l'ambulance. Et attention, il y a quand même un intérêt de pouvoir faire tourner un jeu en 8K sur un écran 4K avec ce qu'on appelle le super sampling. En gros, on fait un rendu dans une définition plus élevée que celle de votre écran et ensuite on réduit cette image, ce qui donne un meilleur résultat que si on avait fait le rendu directement à la définition de l'écran. Disons qu'on fasse un rendu 8K pour un écran 4K, alors chaque pixel de votre écran correspond à 4 pixels du rendu 8K. Le résultat sera donc la fusion de ces 4 pixels différents qui contiennent évidemment plus de détails. Bref, les consoles ont pas mal abandonné ce concept, mais le PC Master Race, lui, il s'y intéresse toujours à la 8K, non? Avec nos superbes cartes graphiques à 3000 balles là. Bof aussi, Déjà car ici aussi, le nombre d'écrans 8K est extrêmement limité, et ça même sur des écrans haut de gamme pour gamers. En général, on va jamais chercher une grosse définition pour jouer à des jeux vidéo, mais plutôt des fréquences de rafraîchissement énormes. Vous avez encore un écran 120 Hz, vous? Faudrait évoluer les potes. Maintenant, la mode, c'est le 480 Hz quand même. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut faire tourner votre jeu en 480 FPS pour vraiment en profiter. Et donc, qui dit plus d'images par seconde, dit que ça va bouffer plus de performance. Et donc, faudra clairement aller se faire voir pour faire tourner votre jeu en 8K de toute façon. Car ouais, faut faire des choix dans la vie. Et de toute façon, même sans ça, faut se dire que c'est mort pour de la 8K native vraiment haut de gamme, car les nouvelles cartes graphiques ne vont plus autant pousser les performances brutes. Par exemple, la RTX 5090 n'a que 15% de performance brute en plus qu'une 4090. Non, maintenant, ce qu'on fait surtout, c'est améliorer tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, que ce soit le DLSS, le Ray Tracing, le Multi-Frame Generation, tous ces trucs-là, quoi. Et en vrai, on s'en fiche du moment que les résultats à la fin, il est bon sur votre écran. Je vous laisse aller revoir mon test de cette carte graphique justement. Et en vrai, aujourd'hui, les technos d'IA sont folles pour gagner en définition, mais aussi en images par seconde. Donc si le résultat est là, peu importe la méthode après tout. Problème, c'est que même avec tout ça, vous ne pourrez toujours pas aller au-dessus de la 8K 60 quand même. Car même dans la théorie où vous faites tourner le DLSS le plus zinzin possible en ultra performance, qui fait que vous avez votre jeu upscalé de la 360p à de la 8K, soyons fous, eh bien vous serez limité par autre chose, ça. Et oui, votre câble HDMI ne pourra de toute façon pas faire passer plus que de la 8K 60 sur votre écran, car même les plus grosses cartes graphiques actuelles, donc les RTX 5090 justement, dessus au maximum vous avez des ports HDMI 2.1b et DisplayPort 2.1b, qui vous permettent donc d'atteindre de la 8K 60. On parlera peut-être du DSC un peu après. Et donc si vous voulez dépasser les 480 FPS sur votre écran, faudra forcément baisser votre définition et donc votre nombre de pixels. Au passage, vous remarquez qu'on confond souvent les mots résolution et définition ici. Merci l'anglicisme qui est un faux pote, car résolution en anglais, c'est définition en français. Et oui, c'est vraiment la bouillie de pixels qui nous intéresse pour cette vidéo et pas sa densité. Si ce qu'on veut, c'est pouvoir afficher plus d'images par seconde, il va forcément falloir réduire le nombre de pixels qui composent chaque image. Sur notre HDMI 2.1b par exemple, on ne peut pas dépasser une vitesse de transfert de 48 gigabits par seconde. Et donc mathématiquement, plus on envoie de pixels par image, plus on arrive rapidement à cette limite, ce qui nous limite en images par seconde aussi. Sur les deux normes qu'on trouve aujourd'hui sur des cartes haut de gamme, on va donc pouvoir réduire en 4K 240 ou bien en 1080p 480. Comme par exemple utiliser une technologie comme le DSC pour Display Stream Compression, une technologie pour compresser les images en temps réel et donc pouvoir en transmettre plus. Mais bon, là on atteint vraiment des limites et on est donc obligé de faire des concessions. Et encore une fois, ça montre qu'on cherche pas du tout à atteindre la 8K quand on voit qu'on s'excite vachement plus en gaming sur des écrans HD, mais qui ont du coup beaucoup plus d'images que des écrans 8K avec beaucoup moins. Ouais, les gens qui pensent qu'on voit seulement 24 images par seconde doivent faire une syncope dès qu'ils posent leurs yeux sur un écran 480. En réalité, si on élimine tous les traitements qui nuisent à la qualité de l'image pour grappiller de la bande passante comme le chroma subsampling ou le display stream compression, le HDMI 2.1 ne peut faire passer que 30 images par seconde en 8K. Et si on n'est pas trop mauvais en maths, en 4K, c'est-à-dire 4 fois moins de pixels par image, on peut envoyer 4 fois plus d'images par seconde, c'est-à-dire 120. Et ça, c'est avec une profondeur de couleur de 12 bits. Bref, il y a plein de trucs qu'on fait dans tous les sens pour essayer de grapper quelques images par seconde, tellement on a besoin d'afficher de pixels sur chacune de ces images. Par exemple, l'écran à côté de moi, c'est ce qu'on considère un écran 8K mais 32 neuvième, le Samsung Odyssey Neo G9 57 pouces, donc pas de la vraie 8K 16 neuvième, vu qu'ici au lieu d'être en 7180 par 3140, et bien là ça sera que du 7680 par 2160, ce qui fait quand même près de 2 fois moins de pixels qu'un vrai écran 8K. Et donc en réalité, on va surtout s'intéresser à de la 8K comme on l'entend réellement pour des écrans d'artistes, comme les Asus ProArt par exemple, qui sont bel et bien en 8K, et même en vrai 8K d'ailleurs, pas en 8K UHD 16 neuvième. Mais bon, c'est pas du tout pour un usage gaming, et vraiment pour un usage d'artiste qui est là collé les yeux à son
ton écran pour vraiment faire de la colorimétrie ou ce genre de bêtises. On est donc dans une sacrée impasse, car ça veut dire qu'aujourd'hui on a ni les écrans, ni les machines, ni même les bons câbles vidéo pour ça. Enfin si, on les a mais avec beaucoup trop de pertes de qualité vidéo pour ce que ça rapporte. Et donc actuellement, le meilleur élément où la 8K pour du gaming pourra arriver serait, et je sais que ça va en énerver certains, le cloud gaming. Bah ouais, si vous avez un écran 8K avec un système d'exploitation pour en faire tourner GeForce Now par exemple, eh bien plus besoin d'avoir une machine de zinzin pour pouvoir faire tourner votre jeu en 8K, mais aussi plus besoin d'une norme de câble vidéo assez puissante pour transmettre ce qui se passe dans votre ordinateur, vu que c'est directement ancré dans votre écran aussi du coup, car là on parle vraiment d'un système d'exploitation interne. Bon, faut quand même faire transiter l'image, il y a quand même une connexion vidéo entre un système d'exploitation interne de votre TV et ce qui est affiché sur votre TV. C'est pas non plus de la magie, mais vu que tout est directement ancré à l'intérieur, eh bien on peut avoir des câbles super courts, et en général, plus un câble vidéo est court, au plus il peut être qualitatif en termes de transmission de données. Par exemple, pour du DisplayPort 2.1a, la longueur maximum du câble était de 2 mètres pour une bande passante de 80 gigabits par seconde. Et pour passer à 3 mètres, il a carrément fallu changer de norme avec le DisplayPort 2.b. Autrement dit, s'il y a une évolution vers du HDMI 2.2 ou du DisplayPort 2.2, les premières normes seront probablement avec des câbles les plus courts possibles. Et pour revenir sur le côté cloud gaming, c'est bien l'endroit où la 8K aura le plus de chances de se démocratiser en premier. J'ai reparlé de GeForce Now car aujourd'hui c'est le système le plus avancé, mais actuellement il y a moyen d'avoir des jeux qui tournent en 4K 120 sur votre écran ou même en Full HD 240. Et actuellement on est que sur du DLSS 3 avec des RTX 4080. Et donc il y a moyen de beaucoup évoluer, notamment avec le DLSS 4 ou encore le modèle constructeur. Et donc avec tout ça, partir d'encore plus bas sur votre définition de base pour justement arriver à être cette sacro-sainte 8K. Car encore une fois, de toute façon, la 8K native n'arrivera jamais. Et donc maintenant qu'on a trouvé une solution, c'est génial, mais on a oublié de se poser une question. Mais pourquoi on fait tout ça en fait? Est-ce qu'il y aura vraiment une différence ressentie? Eh peut-être pas. Et oui, je vais donner raison à tous les fous furieux qui pensent qu'on voit que 24 images par seconde en leur disant ils se sont trompés de combat. Car en réalité, on voit beaucoup plus d'images par seconde, mais il y a une vraie limite au nombre de pixels qu'on peut voir par rapport à la distance qu'on a sur notre écran. Et franchement, c'est trop bête, ils se sont trompés de combat, ils étaient vraiment pas loin. En effet, pour que votre œil voit une différence entre une image en 4K et une image 8K, il faut que vous soyez assez proche de votre écran. Prenons par exemple une télévision de 85 pouces, ce qui est énorme, on parle d'une télé de plus de 2 mètres. Et bien au-delà de 1,6 mètres de distance, votre œil ne verra plus aucune différence si vous passez de la 4K à la 8K, car les pixels seront trop petits pour voir une netteté supplémentaire. Car oui, sur une diagonale de 2,15 mètres, jamais de la vie vous vous installez à moins de 1,6 mètres d'un téléviseur en fait. Et le truc c'est que bien entendu, si l'écran est plus petit, alors la distance à laquelle il faut se trouver pour voir une différence diminue de plus en plus. Il y a des calculs d'ailleurs qui existent sur internet qui permettent d'estimer la distance idéale entre l'utilisateur et son écran en fonction de la taille de celui-ci. En général, on a une fourchette de distance par rapport à si on fait une utilisation vraiment standard ou un truc plus immersif comme pour du cinéma, des jeux, etc. etc. Et donc pour un écran de 85 pouces, normalement on doit se placer entre 2,5 mètres et 3,5 mètres de sa télé. Autant dire qu'à cette distance, ça fait longtemps qu'on ne peut plus distinguer la moindre différence. Alors si vous voulez vous mettre à 50 cm de votre écran, peut-être que c'est un intérêt, mais bon, bonne chance pour suivre quoi que ce soit. Et clairement, vous allez juste regretter. D'ailleurs, petit aparté, mais j'en profite et je vous conseille de vérifier si votre canapé est à la bonne distance de votre télévision. Vous irez chercher votre mètre après avoir vu cette vidéo, mais clairement, allez calculer la distance que vous devez avoir avec votre TV et vous allez y gagner un confort indéniable. Et vous allez peut-être vous rendre compte que vous utilisez votre télévision n'importe comment aussi depuis tout ce temps. Surtout si, comme beaucoup trop de gens, vous avez installé votre télé en hauteur. Car oui, beaucoup trop de gens installent leur télévision bien trop haut par rapport à ce que ça devrait être. Normalement, une télévision est censée se mettre au niveau de vos yeux. C'est pas pour rien que ma télévision est aussi basse si vous avez vu ma vidéo setup Moonlight Apollo. Mais ouais, c'est donc encore une raison pour se dire, en vrai, la 8K, ça sert franchement pas à grand chose. Et c'est pour ça que finalement, ça doit pas être du tout une priorité. Encore une fois, pour cette PS5 originelle, ils l'ont rajouté, je pense, car c'était très le buzzword de l'époque. Et c'était juste un truc pour dire, regardez, on est dans le futur. Si on devait faire la même aujourd'hui, à la place du 8K, on verrait un truc où il y a écrit fonctionne avec de l'intelligence artificielle, ce serait pareil. Est-ce que pour autant ça sert absolument à rien alors de telles définitions folles dans tous les usages qu'on voit? Pour les usages qu'on a tous les jours, clairement, oui, ça ne sert à rien. À moins d'avoir un smartphone gigantesque dans la poche et qu'on regarde ce dernier comme ça vraiment tout le temps, ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Et pour une télé, à moins d'en être proche au point de pouvoir la lécher, non plus, ça sert à rien. Non, par contre, là où il y a un réel intérêt à faire monter les potards du nombre de pixels comme jamais, c'est un endroit où on colle vraiment nos yeux à notre écran, les casques de réalité virtuelle. Et oui, car si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué précédemment avec cette histoire de distance versus la taille de l'écran, vous avez peut-être fait le
quotidien. Et donc plus de pixels sur une même taille d'écran est égal à chaque pixel plus petit et donc égal à moins de place prise par chaque pixel dans notre champ de vision. Et une télé plus proche est égale à pixels qui apparaissent plus gros car ils occupent plus de place dans notre champ de vision. Et comme le principe de la réalité virtuelle c'est d'être en immersion, l'écran occupe une énorme partie de notre champ de vision, que ce soit à l'aide d'un tout petit écran très proche de nos yeux, comme dans un casque de réalité virtuelle, ou avec des écrans géants qui nous entourent comme dans la sphère de Las Vegas. Et dans le cas des casques VR, c'est encore pire car on a un écran par œil qui sont vraiment comme ça, donc on a besoin du double de pixels pour atteindre la même résolution. Donc clairement s'il y a bien un endroit où on aura besoin de détails, bah c'est ici. C'est pas pour rien que l'Apple Vision Pro, l'un des casques les plus haut de gamme actuellement, possède une définition de 3660 par 3200 par œil, ce qui est gigantesque. Et c'est une technologie qui est en pleine évolution. Dites-vous par exemple que j'ai le Valve Index ici, qui était considéré comme la Rolls-Royce de l'époque, bah c'était que du 1440 par 1600 par œil. Et donc tout naturellement, s'il y a bien un endroit où on verrait la 8K apparaître en premier et surtout de manière utile, c'est bien ici. Car justement, vu que ces écrans occupent une grande partie de notre champ de vision, là on voit une vraie différence de netteté. Maintenant, bah ça reste une techno vraiment de niche, et ça reste aussi des demandes de performance folles pour des appareils qui sont nomades par moment. Et surtout, bah ça reste des appareils qui vont peut-être se faire bouffer par une autre technologie, les lunettes de réalité augmentée, qui du coup ne demandent pas d'écran vu que vous voyez la réalité véritable. Et donc bah là c'est juste imbattable en termes de qualité de pixels, vu que vous voyez directement ce que voient réellement vos yeux à la base. Et au vu des évolutions côté Facebook et côté Google ces derniers temps, bah même pas sûr qu'on voit vraiment des casques de réalité virtuelle 8K, en tout cas pas pour la vie de tous les jours, mais pour du gaming, bah pourquoi pas finalement. Et donc c'est là où ça fait sens, et c'est justement ce que propose Pimax, une marque connue sur ce secteur avec une résolution 8K complète comme ils disent sur leur site. Mais bon, ça reste un usage extrêmement spécifique, on va pas se mentir. C'est donc pas du tout demain qu'on verra de la 8K chez monsieur et madame tout le monde. Et finalement, bah c'est tant mieux qu'on ait lâché cette lubie, car il y a un monde où on aurait absolument voulu faire une course au kikimeter de la plus grosse définition, et les gens achèteraient des télévisions 8K pour absolument rien. Même si bon, le facteur prix doit quand même beaucoup jouer sur la balance, mais clairement on a mieux amélioré avant. La qualité de nos dalles d'écran, le taux de rafraîchissement de ces dernières, la prise en charge du HDR qui foire toujours les couleurs et qui pète un câble 9 fois sur 10, plein d'autres choses à régler avant de vouloir avoir de la 8K chez soi. Si vous voulez faire des économies pour un écran 8K à Noël, par pitié changez d'avis. Préférez mettre cet argent dans une TV 4K de zinzin avec du HDMI 2.1, une dalle OLED à tomber par terre et peut-être un petit système Ambilight 4 côtés. Mais prenez des trucs qui font la différence, pas de la 8K qui sert encore une fois à absolument rien. Mais vous de votre côté, est-ce que vous êtes au moins en 4K d'ailleurs? Si ça se trouve, vous êtes en train de regarder cette vidéo sur un vieil écran cathodique de l'époque du CDI du collège. Je vous laisse un peu flex vos écrans juste en dessous et surtout savoir, est-ce que vous regrettez votre choix d'écran ou pas? Ça m'intéresse de me dire sur quoi vous me regardez. Moi mon setup télé, bah vous l'avez vu comme je le disais sur la vidéo setup Moonlight Apollo sorti récemment. Et bon, comme vous avez vu, j'aime bien le côté Ambilight, car moi il y a carrément 7 trucs d'Ambilight autour. Ça fait un peu Jackie Tuning, mais moi j'aime bien. Et vous voulez voir quand même à quoi ça ressemble un écran 8K? Eh bien j'avais fait une vidéo sur l'écran à côté de moi, ce fameux 8K 32/9. Et surtout pour voir si on pouvait vraiment atteindre des performances folles sur un écran pareil ou si on était encore limité. Là pour le coup on peut voir quand même les détails tellement on est proche de l'écran, surtout vu le champ de vision qu'il occupe. Et avoir un retour d'expérience sur le meilleur DG9 peut être cool si cet écran vous botte. Car je sais que beaucoup de gens ont acheté cet écran particulier, alors peut-être pas ce modèle 57 pouces mais peut-être les modèles en dessous, et ça a clairement changé la vie de plein de gens, même des gens dans la médecine pour vous dire. Je vous laisse donc voir cette vidéo en cliquant juste à côté de moi, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!